Les gens qui ont été surpris ou qui avaient l'impression de se dire on a compris quelque chose, on n'avait pas pris en compte ce truc-là, c'est certainement parfois le fait d'avoir remis en cause ce qu'ils estimaient eux comme étant des tendances lourdes, donc comme étant des choses qu'on ne met pas forcément en cause. La poursuite de la métropolisation, le logement comme étant l'actif patrimonial par excellence, donc le fait que les gens allaient peut-être stopper d'avoir comme objectif ultime d'être propriétaires. En 2024, la majorité du capital des foyers français est sous forme de bâtiments. Mais ce capital, aussi solide qu'il soit, n'est pas insensible au changement climatique. Et il peut prendre l'eau, brûler, s'assécher et se fissurer. Il faut aussi prendre en compte la dépendance du secteur du bâtiment aux énergies fossiles et la crise sociale du logement. Une crise qui s'aggrave, produit un doublement du nombre de personnes sans abri sur une décennie et appauvrit toujours un peu plus les foyers jeunes ou modestes. Dans l'épisode précédent, consacré à la consommation, nous avons imaginé un futur possible et son impact sur les zones commerciales. Dans cet épisode, nous avons demandé à des experts d'illustrer avec nous un futur possible des bâtiments. Il ne s'agit pas d'une prédiction, mais simplement d'une vision construite sur certaines tendances. Nous nous sommes basés sur un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre scientifique et technique du bâtiment qui présente différents scénarios. Nous avons choisi d'en combiner deux, et avec nos intervenants, nous allons tenter de dessiner une vision possible des villes et des villages français de 2050. En fait, ce qui coûte cher en carbone dans un bâtiment, c'est la structure. Donc si on a investi du carbone dans le gros œuvre, la structure du bâtiment, l'enjeu majeur, c'est comment est-ce que tout ce qu'on a investi en carbone, on peut avoir ce retour sur investissement sur plusieurs types d'utilisation du bâtiment. En 2020, le logement typique du Français moyen a un coût carbone de 250 tonnes de CO2, avec 80 tonnes liées à sa construction et 170 tonnes à son utilisation sur 50 ans. Pour tenter de réduire la partie liée à la construction, une option c'est de trouver des bâtiments sous-utilisés. La plupart sont dans des zones qui ont connu une chute de population ces dernières décennies, mais contrairement à l'idée reçue, ils ne sont pas forcément situés dans des zones rurales. Les centres-villes anciens de pratiquement toutes les villes françaises ont connu une chute de population très importante depuis les années 1960. Ces quartiers, proches des gares autrefois attractifs et dynamiques, sont devenus des repoussoirs. L'arrivée de la voiture en ville les a rendus dangereux, bruyants, pollués. Les immeubles y sont décrépits et la perte de population y est sensible. Alors des communes comme Tarbes ou Nevers ont 10% de logements vides malgré la proximité d'une gare et de nombreux services. Mais en allant vers 2050, un bouleversement des modes de transport et des politiques publiques ont pu raviver l'intérêt pour ces centaines de petites villes françaises. Quand j'imagine les bâtiments en face de la gare de Valence qui était haussmannien, ils auraient toujours leur façade haussmannienne. Ce qui pourrait changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la manière dont les bâtiments sont organisés. Peut-être qu'on a fait plusieurs logements avec un logement qui y avait à l'intérieur pour s'adapter aux nouveaux occupants. On a certainement refait tout ce qui était la distribution de l'énergie, du chauffage, peut-être une distribution de fraîcheur, des dispositifs de rafraîchissement. Un des enjeux majeurs, mais vraiment majeurs de la transition dans le bâtiment, c'est l'isolation des bâtiments. Isolé, pourquoi ? Parce qu'un bâtiment isolé, ça consomme beaucoup moins d'énergie pour se chauffer. Et on a vraiment besoin de baisser la consommation de chauffage des bâtiments en France. C'est vraiment l'enjeu numéro 1 sur la transition du bâtiment. Ça permet aussi de mieux se protéger de la chaleur. Et on sait qu'on va avoir des étés plus longs, plus chauds, des vagues de chaleur, etc. Donc il va falloir isoler. Donc ça ne va pas se voir, et pourtant ça va faire une différence énorme. Mais ce qui sera plus visible à 2050, c'est dans l'intégralité de la France, avoir des protections solaires. Pour qu'en été, le soleil ne rentre pas directement. Donc ça sera très visible. En été, il y aura moyen de ne pas laisser entrer le soleil. Si vous regardez par la fenêtre des bâtiments, là, vous verrez peut-être des brasseurs d'air. Il y a des choses que vous pourrez voir, mais d'une façon générale, finalement, et c'est peut-être aussi ça la difficulté du bâtiment, c'est qu'un bâtiment rénové, un bâtiment basse consommation, ça se voit pas forcément en fait. Toutes les villes ont dû adapter leurs bâtiments et leurs aménagements à des climats plus chauds. Mais les changements les plus visibles sont dans des petites villes et des grands villages. Leurs centres ont été repeuplés et de plus en plus de services et d'entreprises viennent y chercher une place. Ce mouvement de population et d'activité vers des zones disposant de bâtiments sous-utilisés, c'est l'idée d'un des 4 scénarios, celui du rééquilibrage territorial. Ce qui est intéressant dans le rééquilibrage territorial, c'est de se dire qu'on a des bâtiments existants et que finalement, on inverse la philosophie qui a été celle de ces 30 dernières années, de se dire il faut métropoliser. Là, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut adapter la société pour utiliser au mieux ce qu'on a.
Donc c'est un renversement total de perspective. Et donc comment est-ce qu'on peut adapter les emplois, l'activité, etc. Finalement vivre dans les limites planétaires de ce qu'on a déjà, plutôt que d'aller construire ailleurs et de laisser des choses dans lesquelles on a investi du temps, de l'argent, du carbone, etc. En 2020, les métropoles agissent comme des aimants. Elles aspirent vers elles les emplois, les commerces, les foyers, les investissements. C'est un mouvement qui resserre la population à l'échelle nationale. À l'échelle locale, c'est l'inverse. Les Français vivent dans plus grand, plus loin les uns des autres. C'est pour cette raison que beaucoup de centres ont été délaissés au profit de communes aux alentours. Ce sont elles qui accueillent les foyers aisés, les centres commerciaux et les entreprises. Dans les années 70, on avait à peu près 23 mètres carrés de logement par personne. Aujourd'hui, on en a 40. Donc on voit qu'on s'est desserré. Un autre chiffre à avoir en tête, c'est qu'on a à peu près 600 000 ménages en France de une personne, donc des gens seuls, qui vivent dans des logements de plus de 6 pièces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une situation qui est un petit peu à deux faces. D'un côté, on a un surpeuplement de certains logements et on a 10% des logements qui sont surpeuplés. Donc on a un vrai enjeu social autour de ça. Et de l'autre, quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on voit que le phénomène de sous-occupation des logements s'est énormément développé. Depuis les années 2000, le nombre de mètres carrés par habitant n'est pas seulement un signe de richesse, c'est celui du vieillissement de la population. Les enfants partent, les conjoints meurent, et les pièces, elles, restent vides. La crise du logement des années 2020 est en partie liée à l'incapacité d'allouer les logements en fonction des besoins des foyers. Au même moment, de nombreuses jeunes familles qui dédient plus de 30% de leurs revenus à leur logement se demandent où faire dormir un enfant, alors que leurs voisins de 75 ans n'utilisent plus que le rez-de-chaussée d'une maison de 130 mètres carrés. Dans ce contexte-là, l'idée c'est de faciliter la mobilité résidentielle, que les gens puissent changer de logement ou adapter leur logement à leurs besoins tout au cours de leur existence. Dans le scénario bâtiment comme service, ce qui va venir le structurer, c'est notamment le rapport qu'on a à son logement. Et davantage, ou vont progressivement arrêter de voir le bâtiment comme l'actif patrimonial un peu ultime, et donc comme quelque chose qui finalement va venir, une fois qu'on aura acheté, nous inciter à rester en fait dans ce bâtiment, à progressivement voir le bâtiment plus comme une somme de services, et donc comme quelque chose qui est plus utile d'avoir à la location, pour pouvoir adapter progressivement le logement ou l'endroit dans lequel on habite à nos besoins. Parce que le sujet de l'immobilier, du logement et de la propriété sont au centre de beaucoup de rêves français, il est important de prendre un moment sur ce sujet. Dans les années 1950, le marché du bâtiment et des logements enrichissait presque tous ceux qui y touchaient. La croissance économique et démographique permettait d'avoir un ticket gagnant sans être un investisseur particulièrement avisé. Passé 2020, les tendances sont différentes. Le marché du logement produit de plus en plus de perdants. Les sans-logement, les jeunes coincés dans des locations trop chères, la classe moyenne endettée sur un quart de siècle, les proprios dans une zone en désertification médicale, et bien d'autres. Alors en 2050, les politiques publiques ont changé d'objectif et s'intéressent à l'efficacité des mètres carrés et donc à leur optimisation. Il ne s'agit pas d'agir que sur la location, mais plus globalement de faire en sorte que les bâtiments puissent changer de main plus simplement. Les frais de notaire et les autres taxes qui peuvent décourager l'achat et la vente sont déplacés en partie vers des taxes foncières. D'autres politiques visent à éviter que des conflits d'héritage produisent par exemple des logements vides qui s'abîment. En fait, plus globalement, c'est le rapport avec l'investissement dans les logements qui est revu. D'abord parce que la fiscalité favorise moins l'accumulation de capital sous cette forme, notamment parce que la croissance démographique aussi ralentit le besoin de logement, mais aussi à cause du risque climatique qui a anéanti la plus-value immobilière de beaucoup de foyers. Pour les maisons individuelles en France, on a un enjeu à anticiper un phénomène qui est celui du retrait et gonflement des argiles. Les maisons en France, une grande partie des maisons sont posées sur des argiles qui peuvent se rétracter quand il fait sec et gonfler quand il fait humide. Et ce phénomène-là peut entraîner des problèmes structurels sur les maisons. Et donc du coup, il faut aussi anticiper ça. Et donc en 2050, si cette maison elle est toujours là, c'est qu'elle aurait fait l'objet d'un diagnostic et de mesures en fait, pour la protéger de ce phénomène. Ce phénomène de retrait-gonflement d'argile concerne à lui seul 10 millions de logements. Chaque sécheresse coûte des milliards d'euros pour des travaux qui peuvent dépasser la valeur des bâtiments eux-mêmes. Et ça, ce n'est qu'un risque parmi d'autres. Il faut ajouter l'extension des zones inondables, l'érosion des littoraux et le déplacement des risques incendies. Le phénomène d'aménagement du territoire majeur des 30 dernières années, c'est la métropolisation. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de concentration des activités des populations dans quelques métropoles, alors une métropole nationale, des métropoles régionales. Associé à ça, il y a eu finalement un mouvement de vacances
de bâtiments qui avaient été construits parce qu'ils avaient une utilité à l'époque où on n'était pas métropolisé, mais qui maintenant n'ont plus d'utilité. Donc quand vous regardez la géographie de la vacance des logements en France, vous avez une géographie qui est celle de zones qui avant étaient des zones d'activité et maintenant qui ont moins d'activité. Ces zones, moins dynamiques, moins utiles, voire abandonnées, existent aussi en 2050. La fin de la métropolisation ne signifie pas que toutes les communes y gagnent. Certains quartiers et villages qui sont mal desservis en transport, en services médicaux, ceux qui peinent à créer une économie locale et qui perdent des habitants depuis les années 2000, se trouvent, eux, dans une impasse. Leur faible population ne leur permet pas de faire face au coût élevé de l'adaptation environnementale, et la solution de l'abandon est parfois préférée. De manière plus systématique, la tendance en 2050, c'est la remise en cause du village dortoir, ces regroupements d'habitations au milieu des champs, sans emplois locaux. Reste que certains de ces villages ont su parfaitement s'adapter à ce nouvel environnement. Dans ces quartiers pavillonnaires périurbains, on a généralement seulement de l'habitation. Donc on a la même monofonctionnalité qu'on a sur les quartiers de commerce où on n'a qu'une seule fonction de commerce. Là, on n'a qu'une seule fonction, c'est le logement. Si on se dit que la transition, c'est limiter les flux de mobilité et les impacts environnementaux associés, alors on peut imaginer que, par exemple, cette maison, elle devienne demain un cabinet médical, par exemple, ou une bibliothèque, ou une crèche. En tout cas, qu'elle puisse rendre des services aux gens qui vivent sur l'espace, le territoire, dans le quartier, pour qu'ils n'aient pas à aller loin, aller voir un médecin, etc. Ce village était il y a 30 ans un village dortoir. Il avait 2500 habitants et un distributeur à pain automatique comme seul commerce. En 2050, ces quartiers se sont métamorphosés. On y trouve beaucoup plus de services, une offre médicale et un magasin ont remplacé une maison périurbaine et ont permis de créer un centre vivant dans cette commune. Sa fréquentation est dopée par le développement des transports en commun qui sont devenus incontournables dans beaucoup de ces villages. Mais la condition de ce dynamisme, c'est d'avoir suffisamment d'habitants dans une même zone, pour que les commerces, les services et les transports soient viables économiquement. Il a fallu trouver des manières de densifier ces quartiers en construisant ou en modifiant l'existant. Donc elle pourrait avoir changé de fonction, cette maison. Et puis elle pourrait continuer à être une maison et accueillir une famille, parce qu'il va y avoir des besoins associés au fait qu'on a des familles qu'on cherche à loger. Elle peut aussi avoir été transformée par division pavillonnaire en 2 appartements pour des personnes âgées qui souhaitent continuer à vivre dans leur quartier parce qu'ils ont envie de continuer à être là, mais qui à l'heure actuelle, ils n'ont pas vraiment d'option finalement s'ils souhaitent continuer à vivre dans leur quartier, mais en allant dans le plus petit. Donc ça pourrait aussi être une division de la maison. Donc vous voyez, il peut y avoir plein d'options différentes sur cette maison en 2050. Ce logement typique des quartiers périurbains et situé proche du centre du village a été divisé en 2, puis un autre bâtiment mitoyen a été construit pour rapprocher la population. Il s'agit là d'augmenter le nombre de logements en économisant des ressources pour garantir des prix et des modes de vie soutenables. Les économies d'énergie liées au transport et au chauffage jouent un rôle important dans le dynamisme de ces quartiers qui continuent d'être relativement calmes, loin de l'agitation du centre des plus grandes villes. Une qualité recherchée par beaucoup des plus de 65 ans qui représente en 2050 plus d'1 tiers de la population française. Mais les bâtiments, eux aussi, vieillissent et un des enjeux pour réduire leurs coûts économiques et environnementaux, c'est de trouver quoi faire des bâtiments en fin de vie. S'il s'avère qu'en 2050, on a des bâtiments dont on n'a plus besoin, on peut imaginer que certains éléments qui constituent ces bâtiments, alors les portes, etc., seront réutilisés dans d'autres bâtiments qu'on ira rénover ou qu'on ira construire ailleurs. L'idée, c'est de voir les bâtiments existants, terme est peut-être un peu fort, mais comme des banques de ressources, et donc comme des lieux où sont capitalisés un certain nombre de ressources qu'on pourrait venir réutiliser à partir du moment où on a déconstruit ce bâtiment. On parle de déconstruction, puisque l'idée ici, c'est pas simplement de démolir le bâtiment, mais de venir récupérer un certain nombre de matériaux, de produits, voire d'équipements pour les réutiliser ailleurs. Après le départ de ces occupants, cette maison est invendable. S'il reste bien sûr des foyers qui vivent dans des zones rurales reculées, ces modes de vie sont un peu plus rares. Les coûts de la vie loin des autres ont peu à peu augmenté. Alors ce bâtiment fait l'objet d'un avis de déconstruction. Plusieurs entreprises vont venir, les unes après les autres, récupérer différents matériaux. Une récupération qui est facilitée depuis que les matériaux de construction ont été conçus et normés pour être recyclés et réutilisés. Peut-être qu'on a des matériaux qui seront moins homogènes, parce qu'ils sont issus par exemple de différents bâtiments, ou parce que le processus de déconstruction va venir les dégrader un peu. Comment on fait pour vérifier qu'ils assurent encore toutes leurs caractéristiques en termes de sécurité pour la structure, de résistance aux intempéries? Puis qu'est-ce qui sera économiquement rentable, qu'est-ce qui sera économiquement viable
comme option. Après, quand on se projette dans un monde à 30 ans où on a une pression sur les ressources qui se fait de plus en plus forte, on peut imaginer qu'on a aussi des prix des ressources qui est déjà fortement augmenté, qui rendent peut-être profitables des actions qui ne le sont pas du tout encore aujourd'hui. C'est des nouvelles filières, c'est des nouveaux métiers, puisque par exemple les plateformes de réemploi, c'est des choses qui sont en train d'émerger, mais des gens qui sont capables de faire le lien entre la demande et l'offre de matériaux et d'équipements à réemployer, ça c'est vraiment des métiers de demain. Donc il y a des nouveaux métiers, et oui, on peut totalement imaginer demain que quand vous irez sur une plateforme en ligne pour chercher des matériaux, des équipements, on vous propose du neuf, on vous propose du réemploi qui aura été vérifié, etc. Donc vous serez sûr que vous pouvez l'utiliser. Cet atelier fait le tour des chantiers de déconstruction pour y sélectionner des équipements et créer des lots plus facilement exploitables. Beaucoup des matériaux sont classés, répertoriés et stockés par tout un tissu d'entreprises comme celle-ci. Cela permet de réduire les pollutions liées à la construction, mais aussi les coûts dans un contexte de hausse des prix des matières premières. La tendance, ou en tout cas les contraintes auxquelles on essaye de répondre, c'est d'avoir des matériaux de construction qui soient de plus en plus biosourcés et qui émettent ou dont la fabrication et l'utilisation génèrent le moins de CO2 possible. Il y a des questions derrière aussi de potentielle disponibilité, s'assurer qu'on va avoir des matériaux qui sont disponibles et avec des prix qui sont susceptibles de ne pas varier trop fortement d'une année à l'autre. Et du coup, on se retrouve après avec un champ de matériaux utilisables qui varie beaucoup. On fait beaucoup de tests en fait. Il y a des tests par exemple sur la terre crue en ce moment. Tester ce type de matériaux, comment on pourrait le passer à l'échelle, comment ça pourrait servir dans la construction, quelles contraintes ça peut mettre sur la manière dont on les teste, sur leur capacité à assurer vraiment la structure, à être résistant au feu, à être résistant à tel ou tel type d'avarie. Ce chantier de densification d'un centre de village a débuté en 2049. L'immeuble de 4 étages sera construit en utilisant des poutres métalliques reconditionnées. Les murs des premiers étages sont eux construits en terre concassée et en béton d'argile. Une ressource prélevée à 30 km du chantier. L'isolation et les structures légères sont en matière biosourcée, comme le bois et d'autres produits végétaux qui ont l'avantage de stocker du carbone et permettent de réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Mais il reste un levier crucial qui permet d'améliorer encore le bilan carbone et d'optimiser les mètres carrés des bâtiments. Un levier qui change profondément les modes de vie des Français en 2050. Si on a un besoin et qu'à chaque fois on va chercher une nouvelle ressource pour le faire, finalement chacun peut avoir accès à ces ressources et il n'y a pas besoin de coordination puisque chacun a accès à ce qu'il souhaite. Mais si on a finalement un besoin de mutualiser ces ressources, là clairement on a des nouveaux acteurs qui vont apparaître, des gens dont c'est le métier d'organiser, de faire en sorte que ça se passe bien, de rappeler les règles, etc. Donc c'est des nouveaux métiers qui sont des métiers d'organisation au sein du bâtiment. Dans des espaces tertiaires, quand vous regardez quand est occupé un bureau, vous vous rendez compte que c'est occupé peut-être 10 heures par jour sur 5 jours de la semaine, ce qui reste très peu. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur un bureau le week-end? On peut imaginer que la cantine, elle accueille des fêtes familiales, elle accueille des associations. On peut imaginer que les espaces de réunion dans un bureau, ça soit aussi utilisé par d'autres. De la même façon, dans les écoles, on a des pays où les cours d'école sont beaucoup plus ouvertes qu'en France. Et donc du coup, ça devient un espace où le week-end, les enfants peuvent venir jouer, etc. Même chose pour les parkings. Est-ce qu'on a besoin d'un parking pour le jour pour aller garer sa voiture quand on va travailler et un parking pour la nuit pour garer sa voiture quand on est chez soi, sachant que chacun des deux en fait, est vide une partie du temps. Les espaces semi-privés se sont multipliés au sein des logements collectifs. Ces espaces partagés entre plusieurs foyers permettent de répondre à la réduction du pouvoir d'achat immobilier et à la réduction de la taille des logements que connaissent les jeunes familles depuis les années 2000. En 2050, les espaces semi-privés et leurs nombreux services sont des prestations attendues comme pouvait l'être auparavant une place de parking. Je pense que les toits, c'est quelque chose qui peut en faire partie. Encore une fois, on imagine en plus que c'est des zones qui soient végétalisées. On imagine des usages qui sont faits de ces terrasses et qui soient plus larges que ce que c'est fait actuellement. On peut y mettre des énergies renouvelables. On peut aussi imaginer que c'est des espaces qui sont laissés libres, mais qui permettent d'avoir un accès à l'extérieur. On peut aussi imaginer qu'on y fait sécher son linge, parce que la transition, c'est aussi une façon d'évoluer dans la façon dont on utilise les équipements du quotidien. Et donc si on a un espace dans le bâtiment pour faire sécher son linge, on n'a plus besoin de sèche-linge, on n'a plus besoin de l'énergie pour faire tourner le sèche-linge. On peut imaginer aussi des surélévations, pour densifier un peu les villes, etc. Donc on peut imaginer plein de choses sur le dessus de nos bâtiments. Après, ça va dépendre de ce dont les occupants ont envie, de la manière dont la municipalité aussi envisage l'évolution de sa ville. Ça peut dépendre de plein de choses. Mais oui, clairement, on va investir de façon plus importante nos toits et nos terrasses.
Nos bâtiments et nos manières de les utiliser ont profondément changé en quelques décennies. De par le temps long qu'il impose, le secteur du bâtiment apparaît comme très conservateur. Et pourtant, à la marge, de nouvelles manières d'habiter, de construire et d'aménager nos villes sont testées. On sait que toute innovation dans la société, ça commence généralement dans des niches, les gens qui testent, etc. Et puis après, ça se diffuse. Donc clairement, les acteurs qui sont ceux qui testent au départ, ils peuvent avoir des façons de faire qui sont un peu différentes, des valeurs qui sont un peu différentes, etc. Et puis au fur et à mesure que ça se diffuse, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché pour permettre aussi de toucher d'autres ménages, d'autres personnes qui vont construire des bâtiments, etc. Donc clairement, là, on est au moment où on est sur une activité de niche, mais on peut complètement imaginer que ça se développe de façon importante dans les 30 prochaines années. En 2024, le secteur du bâtiment est dans une crise profonde, notamment parce que son modèle devient obsolète. Et s'il faut construire pour loger les Français en plus, se poser la question du futur de ces bâtiments est central. Les projets qui oublient le réchauffement climatique, ceux qui renforcent une dépendance aux énergies fossiles, ceux qui seront difficiles à rénover ou qui ne répondent qu'à des besoins de court terme, sont autant de coûts irrécupérables. La bonne nouvelle, c'est que le stock de mètres carrés sur le territoire français est conséquent et que la vacance et la sous-utilisation chronique des bâtiments est aussi une opportunité. Le plus grand défi du bâtiment, au-delà de l'adaptation des villes et des logements à de nouvelles conditions climatiques, au-delà des problématiques de construire plus pour loger les Français actuels, mais le plus grand défi, le plus urgent, c'est de commencer à modifier notre rapport au bâtiment. Que les Français puissent les considérer autrement que comme des actifs financiers, héritables et à la fiscalité avantageuse. Il s'agit d'apprendre des crises sociales et climatiques qui s'enchaînent pour voir ces bâtiments comme une ressource essentielle au développement économique et à l'épanouissement des Français de 2050. Cet épisode a été particulièrement long à produire, mais j'espère qu'il vous aura plu. Le prochain traitera de l'alimentation et de sa production, un sujet qui est lui aussi au centre d'une crise de modèle majeure. En attendant, un grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent notre travail. C'est des Stupides Economics. Sur ce,